temps, si vous permettez, parce qu'on a un petit peu de, comment on va dire, de décalage horaire. On a peut-être voyagé, je sais pas. On a un peu de décalage horaire. Vous avez vu un peu la liaison là, hein? Bravo. Merci Théo. Alors deuxième bourde, hein, il y avait le programme et puis là c'est thématique 2 évidemment, pas 1. J'ai changé le titre, j'ai oublié de changer le numéro. Ça c'est quand on fait les trucs à minuit et demi, il y a des trucs qu'on voit pas. Donc on poursuit, on finit là l'axe 2 sur l'approche prospective de la biosphère et de l'anthroposphère, je vais y arriver. Et on va attaquer donc la thématique 2 qui est l'intégration du vivant à l'échelle architecturale et urbaine. On vient de passer de l'échelle architecturale et paysagère, pardon. On vient de passer justement de l'échelle urbaine et on va passer à l'échelle architecturale et paysagère. Je vais laisser Félicie, c'est elle qui va animer cette partie de la matinée. Et je vous la présente quand même. Donc Félicie est en Master 1 d'architecture, voilà, et elle est très impliquée autour de la transition écologique, également dans ses projets. C'est vrai. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Félicie Haynes et notre premier intervenant ce matin est Sébastien Clément qui va nous présenter un projet qui a pour intitulé l'immersion d'étudiants dans une démarche de recherche sur l'évolution de la biodiversité au cœur d'un projet architectural et paysager. Donc Sébastien Clément qui est un paysagiste concepteur, enseignant-chercheur, maître de conférences en ville et territoire à l'ENSA Réunion, docteur associé au laboratoire UMR Passage de Bordeaux et à l'université de Bordeaux-Montaigne également. Il est membre du GREAT GRF de la Réunion. Voilà. Vous pouvez partager votre écran, Monsieur Clément. Alors, est-ce que là c'est bon? Oui. Vous voyez mon écran? En plein écran, si vous pouvez le mettre en plein écran. Voilà, c'est ça. Comme ça. Parfait. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend, c'est bon? C'est bon pour le son? Ok, merci. Ok. Bon, eh bien, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe d'ENSA ECO et de l'ENSAP de Bordeaux pour l'organisation de cet événement. Merci aussi de me donner la possibilité de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Alors évidemment, j'aurais aimé être avec vous, mais ça n'a pas été possible malheureusement. Alors je vais zapper ma présentation. Merci pour l'avoir déjà faite. Je rajoutais juste qu'il y a une école du jardin planétaire qui existe à La Réunion depuis 2013, que j'ai porté pendant 10 ans et qui permet de partager les connaissances et les savoirs sur la biodiversité, si jamais vous venez par ici. Alors pour comprendre un peu plus maintenant l'origine du projet que je vais vous présenter, il y a 2 ans, j'ai soutenu une thèse qui présentait l'étude des transmissions d'évolution et de renouvellement des pratiques et savoirs jardiniers à La Réunion. Et en fait, le projet que vous allez voir est un peu une suite logique de cette démarche de recherche, inspirée d'un des 3 chemins de ma thèse, celui de la création d'un jardin expérimental. C'est celui un jardin qui était issu d'une friche pour comprendre comment le niveau de biodiversité pouvait potentiellement évoluer sous l'action du jardinage, dans une forme respectueuse du vivant, et un projet dans lequel des étudiants avaient déjà été intégrés. Alors, les conclusions de ce travail ont montré que l'action du jardinage collectif, quand il est pratiqué de façon respectueuse, permet d'accélérer l'enrichissement de la biodiversité par rapport notamment à une parcelle laissée en l'état. Cette fois, les supports d'études sont des projets qui sont plutôt déjà concrétisés et la recherche s'apparente plutôt comme un observatoire du vivant au sens large, à la fois sur les humains et les non-humains. Donc, je vais vous présenter brièvement cette démarche en 5 étapes, le contexte quand même parce que je suis un peu loin, et puis l'hypothèse est soulevée, la méthodologie, et on verra un peu les volets pédagogiques et les résultats. Alors, effectivement, avant de rentrer dans le détail, il semble intéressant de nous resituer. Où suis-je ou pour... Ah, j'ai une carte qui a disparu. Désolé. Bon, je suis désolé. C'était une map monde avec les différents
point chaud de la biodiversité. Donc l'idée, c'était de reprendre donc l'expression de Latour qui évoquait où suis-je, ou plutôt où sommes-nous. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de s'y rendre à La Réunion, eh bien j'espère que nous aurons l'occasion d'ailleurs de vous y accueillir pour les prochaines rencontres. Eh bien elle fait partie de certaines portions de ces territoires sur la vaste couronne tropicale considérée comme des points chauds. Donc selon l'appellation de Meyers, ce qui est souvent critiquée. Et même si cette représentation est aussi discutable, la Réunion est considérée comme une île jardin par de nombreux auteurs. Elle présente un métissage ethnique, culturel et biologique qui dérive de ses caractéristiques historiques, physiques et bioclimatiques. Et cette île est aussi une forme de représentation du monde à travers son étagement de la végétation. Elle connaît, comme partout ailleurs, évidemment sur la planète, une érosion en termes de biodiversité, et plus particulièrement sur les espèces endémiques. Alors l'île de la Réunion est reconnue pour ses jardins créoles, leur densité végétale, leurs fouillis qui servent très souvent à une protection thermique des bâtiments. Cette recherche s'ancre sur ces spécificités territoriales de cette île tropicale au milieu diversifié, puisqu'on en dénombre plus d'une centaine de microclimats. Alors, comme je le disais, le support d'étude n'est plus une parcelle aujourd'hui, mais bien 2 jardins existants que j'ai conçus et pour lesquels j'accompagne les jardiniers sur l'entretien. Il s'agit de l'UFR Santé, donc la fac de médecine à Saint-Pierre dans le sud de l'île, qui offre depuis 2022 une faculté et divers laboratoires de recherche. Et le second site est situé à Saint-Leu, c'est le jardin patrimonial du Fonds régional d'art contemporain, adossé à la Villa Bédier, qui collectionne une importante diversité d'œuvres d'artistes de tout horizon. Alors, le point commun de ces 2 projets, c'est d'être pratiquement à la même altitude et d'être situés sur les pentes basses littorales de l'ouest et du sud de l'île. Donc, ils ont été finalisés aussi pratiquement à la même période, fin 2022. Et en fait, j'ai choisi ce point commun à la fois géographique en termes de milieu, comme vous l'avez compris, puisqu'il y a une vraie diversité ici, et aussi pour la diversité biologique introduite, mais aussi pour l'entretien qui est mené, que j'accompagne auprès des jardiniers, qui vise vraiment à préserver et respecter le vivant. Alors, les 2 échelles de ces projets sont totalement différentes. Par contre, l'UFR s'étend sur près de 6000 m2 et le jardin du Frac sur environ 1500. Alors, sur ces 2 sites, il y a des jardiniers qui interviennent toute l'année. Il n'y a aucun intrant qui est mis en place, mis à part du paillage d'écorce. Et donc, mon temps limité ne me permettra pas évidemment de rentrer dans les détails des projets, mais simplement d'en esquisser des contours. Je vais simplement aussi vous évoquer brièvement l'hypothèse soulevée. Donc, dans un contexte de mutation du jardin créole, dû à la fois à l'érosion de la biodiversité, de multiples facteurs comme la disparition des formes traditionnelles du jardin créole, des processus d'urbanisation des populations, l'hypothèse est que le jardin ou le projet de paysage associé à l'architecture peuvent potentiellement devenir des espaces stratégiques pour pour nous reconnecter au vivant et renouer avec la nature et répondre potentiellement à un problème d'ordre planétaire. Ces espaces créés récemment peuvent-ils, par exemple, potentiellement influer sur l'évolution de nos comportements, nos représentations mentales, voire interagir sur notre relation vivante? Peuvent-ils accélérer une forme de reconnexion quand on les pratique au quotidien, comme les usagers? Alors, cette recherche-action a pour objet, dans un premier temps, d'analyser l'évolution des pratiques jardinières sur les 2 sites, d'analyser leurs impacts dans le temps sur le niveau de la biodiversité ciblée, qui est donc la flore, la faune et la vie microbienne, et la composition des sols, avec l'aide notamment du CIRAD, qui a un projet qui s'appelle Tropisme à l'échelle de l'île. L'idée est d'étudier donc aussi l'approche conceptuelle et la relation entre l'architecture et le paysage pour comprendre comment une potentielle symbiose, en toute modération, peut potentiellement interférer sur le vivant. Et en parallèle, il s'agit d'étudier surtout l'évolution des représentations sociales et culturelles relatives au vivant à travers l'usage des espaces. Il est envisagé en ce sens d'interviewer tous les usagers de façon régulière, que ce soit les étudiants dans la fac de médecine, les visiteurs des jardins, voire les équipes qui y travaillent, pour réfléchir voir comment leur sensibilité, leur évolution potentielle sur leur rapport au vivant, et peuvent potentiellement évoluer, et s'ils se transmettent aussi des connaissances en vivant une part de leur temps finalement dans ces espaces.
L'intention est donc enfin aussi de croiser ces informations objectives de terrain et avec l'étude des représentations des usagers et l'évolution comportementale de ces derniers pour tester l'hypothèse soutenue. Alors, comment vivent quelque part, vivent-ils sur ces nouveaux espaces? Comment leur perception évolue-t-elle? Quel rapport entretiennent-ils avec le paysage, le vivant? Comment perçoivent-ils ce confort thermique qu'on a essayé d'apporter? Quel rôle aussi ce lien tissé entre architecture et paysage peut jouer sur leur manière d'appréhender le rapport au jardin, au vivant? Donc, ce projet de recherche est surtout une sorte d'observatoire du vivant, une enquête sur l'évolution du niveau de la biodiversité ciblée avec un volet humain et social. Alors, sur le plan méthodologique, eh bien, l'analyse de l'évolution du niveau de la biodiversité se fait par une étude comparative sur les différents secteurs des deux espaces au fil du temps, alors à la fois par des données quantitatives et qualitatives qui seront collectées et restituées dans un journal tenu au fil du temps sur une durée de 3 ans. Dans toute expérience de mesure, évidemment, il y a un point de départ, ce qu'on appelle le T0, et qui me permet de mesurer quelque part une forme d'évolution. Et l'expérience a été lancée après qu'un inventaire global des espèces ait été réalisé sur les 2 sites. Et donc, il y aura une observation régulière qui sera reconduite par des prises de photos aussi pour mesurer l'évolution de la biomasse, des mesures des prélèvements soumis à des protocoles assez précis sur notamment les populations à la fois d'insectes, comment la flore évolue. Concernant les usagers, eh bien, donc une rencontre est envisagée 2 fois par an, à la fois à travers un interview ciblé sur des représentations culturelles, sur la pratique des espaces, la perception et le rapport du vivant. L'intention, c'est de faire de la recherche avec, plutôt que sur les acteurs, comme l'exprime Lieberman. Lors de la première rencontre, l'étude des représentations est orientée aussi sur la création de cartes mentales, une méthode inspirée des travaux de Lynch. On invite les usagers à dessiner le ou les jardins, ainsi que leur manière de les occuper. Et l'idée, c'est de favoriser l'analyse de ces cartographies pour en faire des synthèses. Sur le plan pédagogique, eh bien, les étudiants participants sur un principe de volontariat sont ceux des promotions de licence 3, Master 1 et Master 2. Il y a une étudiante aussi en Master 1 qui envisage de s'engager dans un mémoire recherche qui accompagne le projet dans le temps. Sur quelques mois, elle réalise un stage au sein du GRET, le fameux groupe de recherche en formation qu'on a monté il y a quelques mois. Et elle participe à toutes les étapes du projet. Alors, les étudiants volontaires sont intégrés à la fois sur les approches de terrain. Pour les initier dans le programme de recherche, ils sont aussi intégrés à toutes les autres étapes. Ils assistent aux réunions, ils mettent en place des protocoles de terrain que j'encadre évidemment, et ils participent aux analyses et aux conclusions. Ils sont quelque part initiés à la recherche en faisant recherche. Alors évidemment, je leur ai expliqué un peu tous les tenants et les aboutissants de cette expérience, ainsi que tous les protocoles de mesure, mais ils participent évidemment aussi aux démarches d'interview, ce qui permet, pour ma part, d'être un peu plus en recul et d'avoir un rôle d'observateur et d'être peut-être un peu moins influent sur le rapport aux usagers que je côtoie de temps en temps. Donc il s'agit aussi pour eux de cerner la manière dont se déroule ce genre de projet de recherche et de faire partie aussi du projet en tant qu'acteur du processus. Alors c'est une expérience totalement nouvelle pour eux. Ils se sont retrouvés totalement intégrés dans une démarche de recherche qui a provoqué beaucoup de curiosité et beaucoup de motivation de leur part, qui m'a beaucoup surpris. Alors c'est évidemment un projet assez récent, hein, on peut en faire toute une critique. C'est un observatoire du vivant qui comporte donc ce volet à la fois social, pédagogique, mais je pense qu'il apporte quelque part déjà une tentative de reconnexion en quelque sorte au vivant, tout en faisant recherche. À la fois par l'observation, dans un premier temps, on entre en contact avec ce qui nous entoure. Dans l'étude des populations d'insectes, du sol, on est confronté directement à la vie, à l'interaction entre les espèces entre elles. Et puis, quelque part, ce projet, il permet d'alimenter les enseignements, à la fois sur la pratique de la recherche, mais aussi sur d'autres manières, quelque part sur de la connaissance. Alors, l'aspect temporel sera aussi une question un peu limite, c'est-à-dire que pour le moment, je suis parti sur l'idée de 3 ans, mais est-ce que ça sera suffisant pour véritablement et suffisant, on va dire, pour véritablement vérifier les hypothèses soulevées? Je ne suis pas encore certain.
Alors les résultats sur le plan scientifique sont encore limités parce qu'on a démarré en 2024 et donc on attend encore par exemple des analyses de sol du CIRAD. On analyse les premières vagues d'interviews et ça prend pas mal de temps. Mais il y a beaucoup d'aspects très intéressants notamment sur les représentations mentales. Par contre, sur le plan pédagogique, c'est très positif car les étudiants ont non seulement été immergés dans ce processus, mais ils ont aussi quelque part des cours de façon informelle, certes limités, mais de botanique, d'entomologie, de pratiques jardinières sur la préservation notamment du vivant. Et dans cette approche d'initiation à la recherche, on se rend compte que cette démarche peut être une forme de source d'apport de connaissances complémentaires. Certains d'entre eux, d'ailleurs, reviennent en dehors des cours parce qu'ils ont vraiment apprécié l'expérience, ils veulent en savoir plus, mais aussi voir un peu comment les jardins évoluent. Ils sont curieux d'en savoir un peu plus. Enfin, donc cette approche fait sens quelque part un peu avec le thème central de ces rencontres sur la recherche d'une forme de cohabitation apaisée, qui signifie quelque part une forme de tentative de reconnexion à la fois au vivant, à l'écosystème territoire. Et je pense que ça soulève de nombreuses questions, c'est-à-dire comment enseigner à la fois cette reconnexion, comment appréhender la dimension territoriale, ce rapport à l'écosystème qui nous entoure de façon systématique. En quoi la recherche, pardon, peut-elle aussi nourrir cet enseignement sur le paysage, sur la biodiversité? Et à mon sens, eh bien, il y a une piste pour y répondre, c'est sans doute l'approche par le terrain qui peut favoriser en tout cas une reconnexion assez rapide. Alors permettez-moi aussi de faire référence à un ouvrage nommé Vivant, qui a été coécrit à la fois par Vandana Shiva, Pablo Servigne et Lamia Nsemelali, dans lequel Pablo Servigne présente d'ailleurs des différentes formes de reconnexion possibles. Se reconnecter notamment avec la tête, dans le principe de comprendre comment les espèces s'adaptent à la fois et survivent aux changements, aux bouleversements. Nous pourrions par exemple en tirer quelques enseignements, comme il le dit. La seconde forme, c'est la reconnexion avec le cœur, à travers, je cite, des pratiques permettant de trouver une empathie, une réciprocité, un dialogue potentiel et des sensations avec les autres qu'humains, ce qui se résume en quelque sorte à s'ouvrir. Et enfin, la troisième, c'est la reconnexion avec le corps et les mains, celle dont je parlais déjà avec les étudiants qui pratiquent. C'est-à-dire parce qu'on peut théoriser, comprendre, ressentir des modes de fonctionnement du vivant, on peut s'en inspirer, imaginer tout un tas d'histoires, mais ça n'a pas vraiment de sens si on n'arrive pas à le vivre. Et c'est ainsi que ce projet de recherche s'envisage voilà, cette démarche. Alors j'évoquerai aussi en dernier point, il n'est pas forcément dans le livre, mais ce rapport au temps, à la fois biologique et au rythme qui a déjà été beaucoup évoqué précédemment dans les présentations, rythme biologique ou naturel dont les jardiniers dépendent totalement. Se reconnecter au vivant en portant attention à cette temporalité, c'est aussi, ça permet d'entretenir un autre rapport au monde, comme notamment certains jardiniers interviewés l'ont souligné. On parle Excusez-moi. raisonnablement de l'éloge de la lenteur. Voilà, et pour conclure, eh bien, je pense qu'on décèle aussi donc dans cet exemple que le jardin ou l'espace public en relation avec l'architecture sont des espaces stratégiques pour favoriser ces formes de reconnexion vivant. Ce sont des lieux ressources pour une part de la connaissance où se concrétisent à la fois des changements biologiques, culturels et sociaux. Comme je l'évoquais dans la conclusion aussi de ma thèse, le jardin offre ce pouvoir d'agir. Cet espace de l'écologie du quotidien. Donc c'est une forme de perspective qui permet d'imaginer, d'apprendre et d'agir ensemble pour la biodiversité et peut-être de laisser entrevoir un autre chemin pour faire société autrement. Voilà, je m'arrêterai là, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur Clément. Par la suite, nous avons une présentation qui s'intitule « Intégrer le vivant à l'architecture, restructurer un ensemble universitaire avec intégration d'habitat à Pipistrel » par l'Université d'Orléans. Pour cela, nous recevons David Serrero, architecte, enseignant-chercheur EVCAU à l'ENSA Paris-Val de Seine, UPC, et Laurent Arthur, conservateur au Muséum d'histoire naturelle de Bourges. Bonjour à tous.
Merci pour l'invitation et pour me permettre de présenter ici un travail. Alors aujourd'hui, je vais prendre plutôt une casquette d'architecte, puisque je suis à la fois enseignant, chercheur et architecte. Et je voudrais en fait évoquer la question de l'intégration du vivant sur deux projets d'architecture. Le premier... Donc la question qui se pose, mais je ne vais pas redébattre la problématique ici, hein, c'est quelles sont les options d'intégration du vivant à l'intérieur de nos habitats et de nos modes d'utilisation des territoires. Et j'aimerais discuter de ce point à travers deux projets. Ce qu'on a vu initialement, c'est que finalement la disparition notamment du nombre d'oiseaux est en partie, alors il y a plusieurs théories qui expliquent ça, mais en partie à la disparition progressive des zones d'habitat possibles de ces oiseaux. Et notamment, ce qu'on a vu dans beaucoup de projets de restructuration, c'est que les tuiles qui étaient avant des tuiles poreuses, anciennes, qui permettaient d'agripper ou de créer des cavités, en fait, n'existent plus, puisqu'aujourd'hui, on rénove soit avec des tuiles plates, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de surface possible de cavité, où on rénove en étanchéité bitumineuse. Donc là, on tue toutes les possibilités d'aborder, d'acréer ces espaces-là. Donc l'idée ici, c'est à travers un projet qui est en fait un projet à Bourges. Donc cette photo n'est pas une photo d'un bâtiment dans une colonie de l'ex-Union soviétique. C'est le bâtiment de génie civil de l'IUT de Bourges. Hein. Et donc c'est l'État, c'était pas non plus il y a 30 ans, c'était il y a 5 ans, avant travaux. Donc en fait on a gagné le concours pour rénover 7 bâtiments sur le campus de Bourges, donc ça appartient à l'Université d'Orléans. Et on a des pathologies assez classiques qui sont d'ailleurs les mêmes que ce qu'on voit sur les bâtiments ici. Des bâtiments construits de manière extrêmement rapide, très peu d'isolation, voire quasiment rien. Beaucoup de problématiques d'étanchéité à l'eau, d'étanchéité à l'air. Ce qu'on a commencé à faire, en fait, c'est un diagnostic de ces bâtiments. On voit donc des charpentes qui sont extrêmement légères, pas isolées, et qui en fait, on s'aperçoit, créent beaucoup d'espaces possibles de colonisation et d'habitat, et je vais en parler à ce moment-là. Donc, dans le projet, on a vraiment une amélioration thermique des bâtiments, on a une amélioration du confort des usages qui étaient demandés, et puis on a aussi la restructuration de 2 amphis, des amphis un de 100 places, l'autre de 150 places, et puis des ateliers. Donc là, c'est un atelier terminé pour l'atelier en fait de fabrication de matériaux pour l'IUT de génie civil. Ce qu'on avait proposé dans le cadre du travail sur les amphis, c'est de proposer des amphis qu'on appelle en grappe. On nous avait posé la question en termes de recherche sur la pédagogie, peut-on créer des amphithéâtres dans lesquels on peut à la fois travailler par petits groupes et faire un cours de l'ensemble du groupe. Donc c'est un peu l'idée de travailler sur le TD intégré dans l'intérieur de l'amphi. Donc voilà un des éléments qui ont été intégrés. Et puis au moment de démarrer le chantier, on est arrêté par Laurent Arthur, le conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Bourges, qui nous dit « Ah, vous avez une colonie de pipistrelles qui est hébergée sur vos bâtiments, on est obligé d'arrêter le chantier et de les déplacer. » Et je vous cache pas que c'était la première fois que ça nous arrivait. On a été extrêmement surpris. On s'est demandé si c'était une blague ou pas. Il était extrêmement déterminé, et il nous a pas lâché jusqu'à ce qu'on arrête le chantier. Il a effectivement diagnostiqué que dans toutes ces cavités autour des fenêtres des bâtiments, on avait entre 150 et 200 chauves-souris qui étaient abritées parce qu'elles arrivaient assez facilement à se glisser dans les épaisseurs des fenêtres. Et comme le bâtiment était une passoire, en fait, il y avait énormément de cavités intéressantes. Et donc, ce qu'il a fait pendant 3 semaines, toutes les nuits, il est venu déplacer les chauves-souris une à une sur des nichoirs provisoires qu'il a positionnés à côté. On a pu démarrer les travaux. Et il nous a posé la question, mais pourriez-vous réintroduire des nichoirs à pipistrelles dans le bâtiment? Donc, nous, on nous demandait un bâtiment hyper étanche, on nous demandait un bâtiment isolé, on nous demandait des nouveaux bardages de façade. Donc, au début, ça nous a paru très, très surprenant.
Et en fait, au bout d'une 5-6 réunions avec lui, ses équipes, on a mis au point ce dispositif très simple. Et je souhaite partager ici. C'est en fait une boîte en bois. Hein, c'est ce que vous voyez à droite. Hauteur à peu près 1,50 m. Une fente de 2 cm de long. Et cette boîte, en fait, elle s'intègre dans l'épaisseur du bardage. Hein. On a aujourd'hui des isolants d'à peu près 15 cm. Et ce que vous voyez, en fait, sur la gauche, c'est le détail de fonctionnement. Donc, en fait, on a une zone d'atterrissage de la chauve-souris. Je ne sais pas si on voit mal. Ouais. Une zone d'atterrissage ici de la chauve-souris qui est ce plan incliné. Un espace qui est traité pour que les chauves-souris puissent s'accrocher sur la paroi et monter à l'intérieur de ce nichoir. Et elles habitent la partie verticale de la paroi. Et ce dispositif est fixé sur la maçonnerie béton dans l'épaisseur de l'isolant avec un bardage qui passe devant, une couvertine assez classique des détails d'étanchéité. Et puis, on nous avait demandé évidemment une zinguerie et une bavette anti-guano, parce qu'il faut être sûr que lorsqu'on rentre dans le bâtiment, on ne se prend pas des choses sur la tête. Alors bon, c'est plutôt la nuit. Et surtout, on essaye d'éviter de salir le bâtiment de manière prématurée. Donc voilà, c'est un petit peu le détail qui a été mis en place. Et je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est le bâtiment terminé. Et voilà notre nichoir à chauve-souris. On en a mis 8 d'un mètre 50. Voilà en fait cette fente ici qui s'apparente, c'est plus fin qu'une grille de ventilation. Et puis voilà ici deux autres éléments. Alors là on est sur un autre système, donc on est sur des bardages assez épais. Et en fait ce qui nous a beaucoup surpris dans cette installation, c'est que finalement on reçoit des nouvelles du Muséum naturel sur la recolonisation des chauves-souris dans cet espace. Et on s'est aperçu qu'il y avait à peu près l'année dernière plus de 80 chauves-souris qui étaient revenus s'installer sur le bâtiment. Et j'ai appris il y a un mois qu'en fait ils ont démoli des bâtiments à côté qui étaient aussi des bâtiments étanches. Et nos espaces ont permis à la colonie des bâtiments d'en face de venir s'installer et donc augmenter le nombre de chauves-souris sur place. Alors, le recensement des chauves-souris, la personne qui a repris la suite du musée d'histoire naturelle, Amélie Chrétien, font souvent des campagnes nocturnes où ils viennent avec des endoscopes compter le nombre de têtes dans les nichoirs. Donc on pense qu'il y a à peu près entre 15 et 20 chauves-souris pour chacun de ces nichoirs. Donc en fait ça a été un dispositif très bien, assez facile à intégrer, et c'est vrai que le dernier passage qui était l'année dernière, on s'est aperçu que même sur nos façades blanches claires, il n'y avait pas de problème de traces ou de coulures. Et le deuxième bâtiment que je voudrais évoquer ici, c'est un projet pour nous, c'est la construction de notre agence sur un jardin. Donc ça se trouve à Cachan. C'est un jardin dans lequel il y avait des arbres qui ont été en fait un local de garage qui a été abandonné. Les arbres ont poussé dans le local. Et au moment du dépôt de permis, on s'est aperçu qu'en fait, on ne pouvait pas couper les arbres pour construire à nouveau un local. Donc ce qu'on a proposé, c'est un système finalement assez simple où c'est un simple atelier dans lequel les arbres traversent l'espace de la structure. C'est des choses que l'on connaît. On s'aperçoit qu'en termes de fonctionnement et d'usage, c'est quand même pas si facile d'avoir dans une structure simple, rectangulaire, des formes, vous allez voir, des formes non régulières qui traversent les espaces. Et puis évidemment, il y a toutes sortes de problématiques sur la question de comment gérer les arbres, comment laisser les arbres se déplacer lorsqu'il y a du vent, comment leur laisser la place pour le développement, et puis surtout comment se positionner sans rien toucher. Donc ici, ce qui a été prévu, c'est en fait un bâtiment qui est fait à partir de matériaux de réemploi d'autres chantiers, des éléments de couverture en tuiles et en zinc. On avait initialement, vous voyez, les zones en verre. On avait plusieurs zones on avait pas mal de fourmis qui venaient sur place. Donc on a essayé d'essayer d'intégrer les fourmis et d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec elles. Voilà ici le principe. Alors on est sur une structure qui est en partie en autoconstruction par les architectes de l'agence qui ont mis la main à la pâte. Il y a pas mal d'erreurs. On est vraiment sur de l'artisanat de la charpente bois. Mais voilà ici quelques photos de l'espace. Et puis ce qu'on voit
voilà, dans ces espaces, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que finalement, en laissant les arbres passer au travers, on avait toutes sortes de nouvelles interventions dans l'espace, notamment l'arrivée d'insectes, beaucoup d'insectes qui colonisent le bureau, fourmis, araignées, toutes sortes de moucherons qui entretiennent des espaces. Alors c'est vrai qu'au bout de quelques temps, on s'est aperçu que finalement, ce qui nous paraissait assez étrange, les fourmis créent des sortes de grands couloirs sur lesquels elles traversent tout l'espace, mais elles vont jamais ailleurs. Donc on a balisé des sortes d'autoroutes à fourmis dans l'espace pour être sûr que lorsqu'on va à l'imprimante, on les écrase pas. Et donc il faut lever le pied à l'endroit où on passe en travers cet élément-là. On s'est aperçu aussi qu'il y avait une colonie d'escargots dans le jardin et qui parfois se retrouvaient sur nos arbres à l'intérieur, donc on ne sait pas comment ils faisaient, sachant qu'on est a priori à peu près étanche. Et puis toutes sortes d'oiseaux, toutes sortes de cerisiers. Alors on a un arbre qui est un cerisier, et c'est vrai que le cerisier, c'est vraiment le cœur du biotope de l'agence, puisque les pies, les oiseaux, les fourmis, beaucoup d'insectes vont et colonisent cet arbre et traversent à travers l'agence pour aller sur cet arbre-là. Donc il y a une sorte de territoire, et c'est un petit peu ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que finalement, on a des espaces qui ont été toujours conçus comme des espaces fermés où la biodiversité était vraiment à l'extérieur de ces espaces-là. Et nous, ce qu'on prêche à travers ces expériences, c'est de se dire, mais finalement, chaque bâtiment peut avoir un impact positif sur la biodiversité à partir du moment où on laisse les espèces traverser ces espaces. Et on parlait tout à l'heure de la question des trames vertes dans les villes. En vivant avec cette biodiversité à l'intérieur même de nos espaces de travail, on s'aperçoit que finalement, il y a un partage des territoires qui permet vraiment d'échanger, de traverser, et qu'il n'y a pas du tout de conflit de territoire. Hein. Donc on imagine, et en conclusion, et c'est peut-être quelque chose que j'aimerais aborder, je serai pas là demain pour l'AG, mais je pense qu'il faut vraiment repenser notre manière de clore les bâtiments. On pense que faire des bâtiments bas carbone ou des bâtiments très performants sont des bâtiments qui sont totalement étanches, mais en fait, on peut avoir des bâtiments étanches à certains moments de la journée et totalement poreux et ouverts pour la ventilation naturelle, pour la biodiversité, pour des usages intérieurs-extérieurs. Et que finalement, là encore, il y a toute cette question des temporalités, de penser le bâtiment avec des temporalités très ouvertes et des temporalités où on ferme les espaces. C'est quelque chose qui permet en fait de partager, d'échanger nos territoires, plutôt que d'imaginer que la présence de l'homme est forcément sur des territoires totalement vierges et étanches à tous les autres types d'habitations et d'usages. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. La dernière présentation de cette matinée s'intitule « Retenir l'eau dans les paysages en favorisant des solutions inspirées de la nature ». Pour cela, nous avons Olivier Hébrard qui vient nous présenter ce projet. Donc, vous êtes docteur en sciences de l'eau, qui est un doctorat que vous avez soutenu en 2004 à l'INRAE au sein du laboratoire d'études de l'intégration sol, agrosystème, hydrosystème. Aujourd'hui, vous êtes expert consultant, conférencier indépendant en agroécologie et en sciences de l'eau en France et à l'international. Et vous êtes animateur du site Natura 2000, le Valat de Solan, dans le Gard, site intégralement géré dans une démarche agroécologique depuis plus de 30 ans. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'organisation de m'accueillir et de pouvoir m'exprimer ici. Merci beaucoup à Antoine Quillian qui a fait le lien et voilà pour aussi l'introduction de disciplines un peu alternatives dans vos disciplines. Alors moi je vais d'un milieu complètement différent, donc j'ai pas l'habitude d'intervenir auprès du public qui est le vôtre. Pour compléter le background, je suis ma spécialisation c'est l'approche globale, très pluridisciplinaire entre la géologie, l'hydrologie, l'hydrogéologie, l'agronomie, l'écologie, la microclimatologie, voilà où j'essaie de faire un peu le lien entre tout ça.
Donc, je vais essayer en 10 minutes, de vous donner des pistes de réflexion. Alors, à l'échelle, petite précision, mais la plupart de mes transparents sont plutôt orientés paysage agricole, puisque c'est plutôt dans ce milieu-là que je travaille. Alors, à l'échelle de la planète, ça fait maintenant 2000 ans qu'on a dégradé les sols agricoles et urbains. On a défriché, on a surpâturé, on a travaillé les sols. Donc, avec l'érosion, on a perdu énormément de sols à l'échelle planétaire. Et des sols comme ça, malgré leur apparence, ils ne retiennent absolument pas l'eau. Au contraire, c'est des sols qui sont en train de se déstructurer, de perdre toute leur capital et qui, à terme, ne retiennent plus l'eau dans le paysage. De la même manière, au fil des siècles, on a bâti des centres urbains de plus en plus grands, qui sont de plus en plus imperméables, où l'eau ne fait souvent que passer dans ces milieux, où l'eau est plutôt considérée comme un déchet. Là-dessus fait qu'on n'est plus dans les changements climatiques, on est dans l'accélération des changements climatiques depuis quelques années. Là, par exemple, voici un graphique qui présente la moyenne des températures maximales sur les mois de juin, juillet, août. C'est-à-dire chaque jour, on prend le maximum, et ça sur les 3 mois, et on regarde ça dans le temps. En gros, sur la plupart des sites, et c'est la même chose sur Bordeaux à peu près, on est un peu plus bas à Bordeaux, mais on a pris là, par exemple, 4,5 degrés en 60 ans sur ces températures estivales maximales. Donc, vous voyez la répercussion sur des zones ultra urbanisées, goudronnées, où il n'y a pas du tout de végétal, c'est la surchauffe absolue. Par ailleurs, les changements climatiques viennent augmenter la variabilité pluviométrique. Alors là, par exemple, c'est le contexte méditerranéen, c'est déjà le propre du contexte méditerranéen, mais cette variabilité est augmentée. Là, vous voyez la pluviométrie qui est de l'ordre de plus de 1400 mm cette année-là. Tout se passe, l'essentiel, en 2 gros événements. Voilà, et donc ça se répercute du coup de manière souvent dramatique. Donc on a tous en mémoire ce qui s'est passé récemment à Valence. En fait, Valence, c'est juste la combinaison de l'aléa et de la vulnérabilité. En fait, on crée des villes ultra imperméables et l'aléa qui a toujours existé, hein, c'est juste la fréquence qui augmente, donc ces énormes pluies en une journée. On a eu, du coup, l'eau ne peut pas rentrer dans les sols, donc c'est le carnage. Pour comparaison, on a eu en 2023 exactement le même événement dans l'Hérault, dans des zones particulièrement, complètement pâturées, où c'est que des pâturages ou de la forêt. Il y a quasiment pas eu de dégâts. Tout l'événement climatique, toute la pluviométrie s'est faite absorber et a été restituée de manière douce ensuite. Donc là, on est à l'articulation. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut retenir l'eau ou la redistribuer, l'infiltrer dans les paysages, ou la laisser filer? Alors, la pluviométrie, par exemple, à Bordeaux, si on part sur une pluviométrie aujourd'hui, peut-être qui doit être de l'ordre de 600 mm. 600 mm, à l'échelle d'un hectare, c'est quoi? C'est 6000 m3 d'eau. C'est-à-dire, sur 100 mètres par 100 mètres, c'est 6000 m3 d'eau. C'est-à-dire, c'est plus de 4 fois le volume de cette pièce qui tombe chaque année sur un hectare. Alors, soit on est mauvais, comme on l'est actuellement, et cette eau, la plupart s'en va, et c'est un déchet, elle repart très rapidement à la mer, soit on repense complètement le système et on retient cette eau dans le paysage et on réhydrate le paysage. Alors, pour vous donner quelques bases d'hydrologie, alors d'habitude j'anime ces diapos, mais vu le temps, je le fais un peu plus express. Donc, quand il pleut sur une surface imperméable, ici c'est dans le sud du Maroc où je travaille beaucoup, où il n'y a plus du tout de sol, plus du tout de végétation, puisque c'est lié aux activités humaines. Quand il pleut là-dessus, forcément comme on n'a plus de sol, on a énormément de ruissellement, on a des crues et énormément d'érosion. Donc dans ces zones marocaines, et c'est la même chose en ville, du coup forcément on génère des vagues d'eau destructrices. Et à l'inverse, on infiltre très peu d'eau dans le sol, dans le sous-sol, et dans recharge des nappes. L'eau ne fait que passer dans les paysages. Donc l'eau et du coup, comme l'eau n'a fait que passer, donc on n'a pas rechargé. Et l'été, entre les pluies, il y a plus d'eau pour les cours d'eau, les sources et les cours d'eau, et du coup, donc c'est quelque chose qui se mord la queue. Et par ailleurs, comme il y a très peu de sol, pas de végétation. Du coup, on va générer des microclimats qui vont être très défavorables, très chauds et très secs. Aller sur une piste d'aéroport en plein été, il y a 0 humidité. C'est la surchauffe absolue. En fait, c'est l'humidité, le passage de l'état gazeux
enfin de l'état liquide à l'état gazeux, qui en absorbant les calories vont climatiser l'atmosphère. Donc en l'absence d'humidité, forcément c'est la surchauffe. À l'inverse, si on crée un milieu tampon, comme cette zone humide voilà, qui permet d'absorber l'eau, quand il pleut là-dessus, l'eau, il n'y a pas de ruissellement ou très peu de ruissellement. Donc on n'a pas de problématique de crue, d'un milieu particulièrement végétalisé avec des sols vivants. On va recharger un maximum d'eau dans le sol, dans le sous-sol, on va recharger les nappes. Et donc on a un soutien au cours d'eau. Du coup, cette eau est restituée lentement l'été entre les périodes de pluie. Donc ça, c'est un peu la normalité. Et comme on a de l'eau dans le sol et dans les végétaux, sous l'effet des températures, cette eau on va permettre de faire baisser les températures et augmenter l'humidité dans l'atmosphère. Donc en gros, le monde d'hier, on a tout conçu pour dessécher les paysages, que ce soit agricoles, urbains, un peu partout sur la planète. Tout a été fait dans ce sens. Donc des fossés qui drainent l'eau, qui amènent l'eau le plus rapidement à l'extérieur, des zones imperméables dans les villes avec des canaux où l'eau est considérée comme un déchet souvent en ville. Donc voilà, on vide cette eau des paysages, peu de biodiversité, même dans les zones rurales. Là, c'est le cas comme dans plein de vignobles, c'est exactement ce cliché-là qu'on a. Parfois, les routes sont dans le sens de la pente, les rangs de culture sont dans le rang de la pente. Tout a été fait pour vider de l'eau les milieux. Aujourd'hui, voilà, on change complètement de paradigme. On se dit, non, il faut retenir l'eau dans le paysage par tous les moyens. Et donc, c'est de repenser ça. Et donc, par une discipline qui a pris le nom récemment d'hydrologie régénérative, mais qui existe depuis un petit moment par un certain nombre de spécialistes, qu'on appelle aussi l'hydroagroécologie, où la philosophie, c'est que la moindre goutte d'eau de pluie qui tombe à la surface du sol via la traversée d'écosystèmes censés être complexes. Je référence à ça parce qu'une bassine, l'eau elle va rester longtemps, mais voilà, doit mettre le plus de temps possible pour rejoindre la mer ou l'océan. Et les principes, c'est freiner, retenir, répartir, infiltrer. Voilà, donc c'est tout aussi dans la temporalité. Donc le monde demain, c'est comment on va hydrater les paysages, comment on va repenser par tous les moyens de retenir cette eau dans les paysages et ne plus la considérer comme un déchet, mais comme une ressource. Donc, dans cette discipline, il y a deux principaux axes. Après, il y a d'autres déclinaisons, puisque c'est quand même une approche holistique. Donc, je donne les deux grandes lignes, du moins lesquelles, selon moi, je travaille et d'autres collègues. Donc, d'abord, une approche agroécologique spatialisée, c'est-à-dire qu'on va transformer de manière spatiale les milieux en éponge, tout mettre en place pour que l'eau soit spatialement retenue, que chaque mètre carré, voilà, qu'on retienne l'eau plus proche de là où elle tombe. Donc ça, c'est le premier axe, approche agroécologique spatialisée. Donc ça, c'est le domaine où Antoine Quillian et ses étudiants sont venus, là où nous nous sommes rencontrés. Voilà, là, sur 60 hectares, il y a quasiment plus de sol nu. Toute l'eau est absorbée, intégrée et dynamise tous les cycles de vie. Et là, on est sur une explosion de biodiversité, parce que bien évidemment, avec ces pratiques-là, l'idée, c'est aussi de travailler sur les enjeux de biodiversité, d'alimentation, etc. Enfin, c'est multi-entrées. Voilà. Donc, les pratiques agroécologiques ont pas une entrée, mais sont multi-entrées. Donc là, chaque mètre carré, vous voyez, il y a plus de 60 plantes différentes dans ces parcelles de vignes. Donc, c'est vraiment une éponge. Et l'autre système qui est qui aujourd'hui on en parle beaucoup, qui fait un peu à la mode, c'est les aménagements hydro-agroécologiques, où comment dans le paysage on va retenir l'eau, notamment en jouant sur la topographie, la géologie, le sol, pour répartir cette eau sur les courbes de niveau, lui permettre de ralentir, de s'infiltrer lentement et de dynamiser les cycles de vie dans les sols à l'aval. Donc ça, c'est des outils qui marchent particulièrement bien. Donc il y a différents types d'ouvrages qu'on peut utiliser. Et voilà, des exemples, là vous voyez, on retient l'eau dans le paysage, ça va ralentir et on va soit recharger les nappes, soit augmenter une quantité de fourrage ou autre. Et donc, dans les villes comme dans les campagnes, on doit aujourd'hui maximiser tout ça pour cette eau la redistribuer dans le paysage, climatiser rendre les températures plus acceptables dans les villes, diminuer l'effet des crues, etc., etc. Enfin voilà, les plus-values sont multiples et je pense qu'aujourd'hui il faut décloisonner les disciplines. Et là, en venant ce matin, je trouve que c'est super intéressant. Vous ouvrez à de nouveaux champs, mais il faut urgemment décloisonner les disciplines. Déjà, nous, dans le côté de l'agronomie et autres, on est déjà trop cloisonnés, mais voilà, il faut que tout le monde se mette à travailler ensemble, je pense. Merci.
Merci beaucoup. Je vais laisser la place à mes collègues pour l'ouverture du débat. Bien. Alors, suite à ces échanges nourris et passionnants, nous vous proposons d'accueillir pour élargir, construire la discussion, deux personnes extrêmement intéressantes. Catherine Larère, qui est avec nous donc en visio aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine, d'être avec nous. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de philosophie morale et politique. Vous avez contribué à introduire en France les interrogations en éthique et philosophie environnementale sur les questions de protection de la nature. Vous vous êtes interrogé sur le développement technique, c'est-à-dire la technique qui est repensée dans son rapport au vivant. Et vous avez aussi questionné, en fait, le bon intérêt et peut-être la mise en œuvre ou l'hypothèse d'une démocratie que vous souhaitez écologique, inclusive et délibérative. Alors, parmi vos ouvrages récents, nous pouvons citer L'écoféminisme, qui est paru en 2023, et avec Raphaël Larère, Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique, qui est mon livre de chevet, je le dis, qui est paru en 2015, et je citerai enfin Le pire n'est pas certain, en 2020, avec une réédition et une postface en 2023. Damien Sens, à mes côtés, après avoir été éducateur pendant 18 ans, éditeur pendant 5 ans, vous obtenez le diplôme d'État de paysagiste en 2023 et vous poursuivez actuellement une thèse de doctorat ici au laboratoire Passage, à l'école doctorale Montaigne Humanité de l'UMR Passage, donc avec l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Votre recherche interroge l'infrapolitique des paysages pastoraux et forestiers du plateau des Mille Vaches. Et vous avez 2-3 notions sur lesquelles j'aimerais bien vous interroger, notamment celle de l'empaysement, on en a parlé hier. Avec Yasaman, nous avions envie, en fait, de poser des toutes petites balises à cette discussion. La première serait déjà de s'intéresser au registre politique, philosophique, éthique, et la deuxième serait de s'intéresser en fait à la question de la méthode, de la faisabilité et de la concrétisation. Et je cède le micro à Yasaman. Merci beaucoup. Merci Julie. Alors, donc ce matin, on a eu de très intéressantes présentations et on a compris la nécessité de l'interdépendance, des échelles, mais aussi de l'interdépendance des espèces. Vous avez vous-même, Catherine Larère, travaillé sur cette question d'une part de l'agir local face à l'agir global, sans vouloir forcément les mettre en confrontation. Comment est-ce que ces questions résonnent avec vos travaux respectifs, Monsieur Sens, Madame Larère? Tout ce qu'on a entendu ce matin. On y va dans quel ordre? Alors, Catherine Larère, je vous en prie, vous pouvez ouvrir le bal. Ok, donc d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses de ne pas être parmi vous, mais comme finalement c'est très lié aux questions qui nous occupent de tous sur le changement climatique, puisque mon train a été supprimé pour cause de glissement de terrain, donc on est vraiment dans les questions d'aujourd'hui. Donc je vais essayer de pallier mon absence ou le fait que je sois présente uniquement en parole. Alors, avant d'intervenir, je voudrais offrir cette discussion à mon mari, Raphaël Larère, qui a été mon co-auteur, puisque nous avons écrit ensemble, et si j'en parle au passé, c'est que il est mort au début de cette année. Et que, donc, je me suis privée de ce qui était un point d'échange entre nous et c'est pour ça que je lui offre cette discussion en hommage. Donc, je vais essayer. Vous me donnez combien de temps? C'est la mauvaise question à poser. Non, mais
5-10 minutes, ouais. Alors, ça passe du simple au double. Je vais essayer. De toute façon, j'avais pas préparé un topo à l'avance. Non, mais c'était pas l'idée. Comme le disait Yassaman, c'est finalement, il y a une résonance entre ce qu'on a entendu ce matin et ce que vous apportez vous-même dans vos réflexions. Donc, Voilà. Et donc, j'avais lu les résumés que Aline m'avait envoyés. Et puis, j'ai essayé de tenir compte des présentations et des discussions qui ont déjà eu lieu. Donc, je dirais, peut-être pour faire un petit peu le rapport entre le lien entre effectivement ma formation qui est philosophique avec une orientation en philosophie morale et politique, mais aussi, et justement c'était important à travers les échanges que j'avais avec mon mari sur des questions épistémologiques liées au développement scientifique inséparable des questions écologiques. Et vos propres interventions. J'ai travaillé en 2023-2024 avec des architectes d'architecture studio qui ont organisé donc au dernier trimestre de 2023 et au début de 2024 ce qu'ils ont appelé des entretiens d'EVA, qui était une série de tables rondes réunissant des spécialistes interdisciplinaires pour enchaîner sur ce qui vient d'être dit, sous la question générale une seule terre, que deviennent les projets d'habitat, et je pense que dans cette collaboration avec les architectes, j'ai appris quelque chose qu'en fait qui je crois va de soi pour vous architectes, mais qui pour nous philosophes ou épistémologues ou sociologues va moins de soi, qui est la question du projet, l'importance de la notion de projet chez les architectes, et aussi, et je partirai de là, quelque chose, paraît-il, que tout architecte qui a fait des études d'architecture connaît par cœur, qui est le lien que fait Heidegger entre habiter et bâtir, de l'antériorité et de la supériorité de l'habiter et du bâtir. Et de cette idée Heidegger, donc, sur laquelle il a écrit un certain nombre de textes, moi j'aime bien qu'en donne l'anthropologue Tim Ingold, quand il dit, que je retrouve mon passage, voilà, quand il dit c'est dans le processus même de l'habiter que nous bâtissons. Et il me semble que toutes les présentations de ce matin étaient bien dans cette idée-là, de ne pas parler uniquement de bâtir, donc de ne pas avoir une approche uniquement technique, et d'insérer cette approche dans une perspective plus large, à la fois au niveau social et au niveau environnemental. Et c'est là que je retiendrai aussi ce que dans une de ces tables rondes des entretiens d'EVA, l'anthropologue Philippe Descola, que je pense vous connaissez tous, le thème était sur l'habiter, de la table. J'ai ouvert la table ronde par une définition qui me paraît entrer vraiment en résonance avec ce qui s'est dit ce matin. Habiter n'est pas bâtir, c'est cohabiter avec d'autres vivants au sein d'un même milieu. Et c'est-à-dire qu'il reprenait l'idée heideggerienne, habiter n'est pas bâtir, il faut habiter pour bâtir, et non l'inverse. Mais non seulement il l'élargissait, mais surtout il la décentrait. D'une part, en tant que l'anthropologue qu'il était, et la façon dont il a continué en parlant de sa propre pratique, et comment en introduisant d'autres cultures. Et à ce moment-là,
on voit à quel point c'est important, effectivement, l'habiter, c'est pas seulement du bâtiment, hein, c'est pas seulement du bâtir. Et puis, donc, en ne s'en tenant pas à la seule architecture occidentale, mais aussi un déplacement du côté des vivants, en ne se limitant pas aux seuls humains, hein, puisque son expérience d'anthropologue, bon, qu'il a présenté dans toute son œuvre, hein, c'est celle de populations qui ne font pas de partage entre les humains et le reste des existants, et donc qui ne parlent pas de nature, hein, qui ne sont pas dans notre dualisme occidental. Alors, je vous dis, à lire les résumés ou les présentations que vous avez faites ce matin, c'était absolument votre domaine de réflexion. On retrouvait bien, alors pas beaucoup du côté de la diversité culturelle, mais il y a eu quand même une ou deux références, mais énormément du côté du vivant. Et c'est là que ma surprise, et qui s'est un peu maintenue ce matin, enfin qui a été un petit peu mon fil conducteur de réflexion ce matin pendant que je vous écoutais parler, c'était que les titres, hein, des deux thématiques, c'est l'intégration du vivant, soit à l'échelle urbaine, soit à l'échelle architecturale et paysagère, alors que moi, bon, si je me plaçais dans la perspective de Philippe Descola, c'était plutôt s'intégrer au vivant. Et alors, quelle différence je ferais entre les deux? Ben, je dirais que intégrer le vivant, ça reprend une perspective anthropocentrique, hein, puisque ce sont les humains, et parmi les humains, les architectes, qui vont intégrer le vivant dans leur projet et dans leur pratique. Alors, il y en a, on en voit immédiatement un effet dans l'utilisation, bon, que je fais moi aussi, hein, parce que c'est pas toujours facile de savoir quel mot on va utiliser, mais pas seulement le vivant, mais quand arrive l'expression humain et non humain. Alors, c'est Descola et Latour, hein, qui ont lancé ça en France sur l'idée que c'était beaucoup moins dualiste, beaucoup moins arrogant que la distinction entre la nature et l'homme, qui place l'homme à part et au-dessus de la nature, mais il n'y a pas plus anthropocentrique que humain et non humain, parce que le non humain n'existe que par rapport à l'humain, hein. Techniquement, le non humain est neutre, il n'existe pas, hein. Il est non humain, il n'a d'autres caractéristiques que ça. C'est pour ça que des fois, moi, je préfère les humains et autres qu'humains, parce qu'au moins on donne une sorte d'altérité hors de l'humain qui permet de s'interroger sur ces autres humains. Mais bon, ça pose problème. Alors, je dirais une autre façon de montrer la différence quelle différence il y a entre intégrer le vivant et s'intégrer au vivant, ben moi, ça me paraît typique de la question de la végétalisation des bâtiments. J'avais participé juste avant le Covid, c'est-à-dire en fin janvier ou début février 2020, à là aussi des tables rondes, enfin un petit colloque organisé par le journal Le Monde à Genève, qui était justement sur une discussion sur la végétalisation, et j'ai retrouvé un certain nombre des thèmes dans les présentations qui ont été faites, donc dans la présentation je retrouve les noms, je ne sais pas forcément bien, hein, de Nicole Manzanares, qui est la question, c'est une question, alors il y a eu des présentations, hein, Le Monde avait fait une série d'articles là-dessus, et donc il y avait dans la table ronde qui avait réuni à Genève des architectes, des écologues, etc., etc. Mais bon, il y a eu une présentation donc de la végétalisation, et il y a une question qui est venue de la salle, qui était, oui, mais qu'est-ce que vous faites des animaux qui sont liés à cette végétalisation?
Hein, bon, or j'ai été frappé que là aussi, ça n'a pas été là dans la présentation qu'il y a des questions des animaux liés à la végétalisation, hein, qui peuvent être des insectes, qui peuvent être des oiseaux, qui peuvent être des petits rongeurs, etc., etc. Et donc, si vous voulez, quand on intègre au vivant, on ne retient du vivant que ce qu'on veut, du vert. Bon. Quand on s'intègre au vivant, eh bien, il faut bien s'intégrer au vivant dans sa globalité, avec tout est interconnecté, et donc les plantes vont pas sans les animaux, et les animaux vont pas sans les plantes non plus. Donc s'intégrer au vivant, c'est accepter la complexité. Et donc là, je vois le temps qui passe, donc je me dépêche. Et donc la question que je me suis posée, c'est dans quelle mesure est-ce que les différentes présentations sont du côté de s'intégrer au vivant ou du côté de intégrer le vivant. Alors, il m'a semblé que passer de intégrer le vivant, ce qui est l'attitude, après tout c'est vrai, c'est les humains qui agissent, et parmi ces humains, des architectes, des humanistes et des urbanistes, et donc, bon, ils définissent à partir d'eux-mêmes ce qu'ils font. Mais comment est-ce qu'ils prennent en compte la possibilité, la globalité, le fait que nous sommes dans appelez ça environnement, comme vous voulez, milieu de vie, qui est plus large que nous, et que la question c'est pas de l'intégrer, c'est de nous intégrer. Alors j'ai retenu un certain nombre et ça m'a beaucoup intéressé, un certain nombre de traits, de caractéristiques qui ont montré cette façon de passer d'un vivant qu'on ne voit que par rapport à soi à la façon de se situer, c'est-à-dire de se décentrer dans un monde plus large qu'on peut qualifier de vivant ou au-delà. Je vais y venir rapidement. On l'a vu dans la présentation qui a insisté sur le temps, sur les rythmes temporels, et que donc on s'en tient pas au seul espace, mais que on tient compte de l'articulation avec la temporalité, et que ça amène à voir les choses différemment, ne serait-ce d'ailleurs dans la durée. Le projet, c'est sur quelques années. Or, les temps, je reprends le non humain, les temps non humains sont généralement des temps beaucoup plus longs. Donc, à partir de là, on se pose la question de quelle temporalité on va prendre. Autre façon de sortir donc du seul espace et d'un seul espace à deux dimensions, c'est de prendre en compte la profondeur, ce qui a été le cas du premier intervenant, qui a posé la question de l'humus. Et à ce moment-là, là aussi, ça amène à réfléchir sur d'ailleurs ce qui quelqu'un qui était intervenu après Descola dans les entretiens dont je parlais, qui est ce que on l'a connu par Bruno Latour, mais ça a été repris de travaux de géologues, ce qu'on appelait la zone critique, c'est-à-dire ne pas en rester à la seule Terre, à une vision moderne finalement de la Terre comme un globe, mais ce que Frédéric Aït-Touati et Alexandre Arène et Axel Grégoire avaient fait vous n'allez pas le voir, dans Terraforma, qui est une représentation complètement différente de l'espace, et qui, elle, tient compte du fait qu'on n'intègre pas, on est intégré dans, et de ce point de vue-là, l'importance que le dernier intervenant, M. Ebrard, a donné à l'hydrologie est tout aussi importante, parce que un thème, ce thème de la zone critique a été exposé par un géologue, Jérôme Gaillardet, dans La Terre habitable, et où il montre que si on se place du point de vue donc de la zone critique, c'est un peu en dessous, un peu au-dessus, et puis sur la surface de la Terre, mais il n'y a plus de raison de faire la distinction. On ne peut pas faire de distinction tranchée entre le biologique
et le géochimico-physique, hein, que c'est une continuité. Et si on voit, il y a un endroit où on voit cette continuité entre le physique, disons, et le biologique, eh bien c'est l'eau. Hein. Un fleuve, si on a pu donner une personnalité juridique à un fleuve, c'est qu'un fleuve, c'est pas seulement H2O, hein. C'est pas seulement des molécules d'eau, c'est un lieu d'échange avec aussi la vie. D'où, bon, le fait que parler du vivant, c'est annuler la séparation entre les êtres vivants, disons, entre humains et non humains, mais c'est pas pour réintroduire une séparation entre le vivant et l'inerte. Au contraire, hein, et que le mérite de l'expression de zone critique, c'est que c'est cette continuité du géophysico-chimique au biologique. Là aussi, la question de l'hydrologie me paraît très importante. Alors, je parlerai aussi de un mot qui est revenu beaucoup dans vos interventions, ou en tout cas que j'ai beaucoup entendu, je vais terminer, hein, qui est le terme de continuité et les trames vertes et bleues. Hein, l'idée que on passe d'une ville qui fait une frontière et qui laisse pas rentrer, alors là on peut dire les non-humains, hein, à l'intérieur, et puis au contraire, bon, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître dans les années 90-2000, qui au contraire se laisse traverser aussi bien par les fleuves que par la végétation et les animaux qui vont avec la végétation. Et donc on passe d'une ville qui se sépare, qui se clôt sur elle-même, à une ville qui s'ouvre, hein, de la ville contre nature à la ville qui, actuellement, la biodiversité urbaine peut être beaucoup plus importante que la biodiversité des zones cultivées autour, en monoculture, hein, il y a une perte de biodiversité, alors qu'on peut dire que les villes sont, pour certaines choses, des refuges de biodiversité. Alors, il me semble que le terme de continuité, qui est très employé, hein, en particulier pour les trames vertes et bleues, est un peu trop linéaire. Hein. Là aussi, sortir de la représentation anthropocentrée caractéristique de la vision moderne de la nature. C'est peut-être employer ce mot que vous n'avez jamais employé et qui est pourtant très, il y a même un livre là-dessus, le mot de solidarité. Et que la solidarité, c'est aussi bien un type de lien social qui est pas du tout favorisé par une économie hyper compétitive, hein, mais qui peut être la réalité des rapports socio-économiques, mais, et en particulier dans la loi de 2006 sur les parcs nationaux, on parle de solidarité écologique. Et que donc, si vous voulez privilégier, ne pas laisser, disons, l'intégration du vivant prendre le pas sur s'intégrer au vivant, je pense que une pensée de la solidarité est également importante. Et je vais vous demander de conclure, excusez-moi Catherine. Je conclus sur un mot qui m'a paru extrêmement important, qui est celui d'imprévisibilité. Hein. Et parce que il remet en cause le projet, l'architecte, celui qui est au centre, celui qui maîtrise le monde. Mais je me souviens d'un aménageur qui est intervenu aux entretiens d'EVA pour dire, quand je gère une opération d'aménagement, je ne sais pas où je vais. Accepter la non-maîtrise. Et deuxièmement, et je termine là-dessus, hein, accepter la non-maîtrise, c'est aussi finalement accepter de ne pas faire, de penser la continuité ou la solidarité du social et de l'environnemental. Hein, et penser que accepter la non-maîtrise, c'est à la fois accepter de se laisser dépasser par l'environnement, mais aussi de ne pas mettre toujours le public en état de récepteur passif. Hein. Et c'est là que le terme d'acceptabilité ne m'a jamais plu. Hein, parce qu'on confond souvent acceptabilité sociale et caractéristiques éthiques. Bon,
bon, le social peut accepter du pas éthique du tout, hein. Et puis, c'est surtout mettre le public en situation passive, alors que finalement il y a beaucoup à apprendre, hein, de ce que font les gens, et pas seulement de voir si leurs réactions nous plaisent ou pas, et hein, s'il faut faire la sensibilisation. Je pense que le terme d'acceptabilité, là aussi, il est plutôt du côté de intégrer le public que du côté de s'intégrer au public. Voilà, et je termine là-dessus. Excusez-moi d'avoir été... Non, merci beaucoup. C'est passionnant. Ça résonne très bien avec les interventions. Damien. Oui, alors une tâche difficile d'intervenir après Catherine Larère. Déjà, je voulais vous remercier pour toutes vos présentations là, sur ces 2 jours. C'était vraiment super intéressant. Et je voulais aussi remercier Aline et Régis qui m'ont invité, qui m'ont proposé d'intervenir. On s'est rencontrés sur un projet de recherche d'étudiants en architecture dans lequel je suis intervenu complètement hors cadre pédagogique et pratiquement hors cadre institutionnel. Et comme quoi on peut faire des choses hors cadre en fait. C'est très bien. Donc moi je vais essayer de rebondir, et puis il y a des choses qui entrent en résonance en fait, en particulier avec cette idée là de faire participer les habitants. Je vais repartir de Tim Ingold et donc de sa perspective résidentielle où pour lui les formes que construisent les gens dans leur imagination et puis dans la réalité, ils les font en interaction dynamique avec leur milieu. Et tout à l'heure tu parlais d'empaysement, en fait Julie parlait d'empaysement parce que c'est une méthode d'approche du terrain qui a été un peu élaborée par un paysagiste qui s'appelle Dominique Henry, qui est enseignant à l'école d'architecture et de paysage de Lille. Et en gros, son approche, c'est une approche, lui, qu'il appelle ethnogéographique, qui se base sur l'approche ethnographique, qui veut faire un mouvement de bascule entre à la fois le dépaysement, qui est la perte de repères, se laisser un peu s'abandonner un petit peu, et puis l'empaysement qui, au contraire, serait le fait de s'imprégner un peu du territoire, du pays. Lui, il appelle du tissu vivant du territoire. En fait, cette démarche de dépaysement, empaysement, c'est la démarche ethnographique, et elle correspond très bien à ce qu'est le paysage, en fait, parce que le paysage, c'est à la fois un objet devant lequel on se trouve et qu'on regarde ou qu'on entend, et un objet dans lequel on se trouve, dans lequel on vit, on habite, avec lequel on interagit, qu'on façonne. Et donc, avoir cette démarche sur le terrain, que ce soit le terrain de recherche ou le terrain de projet, c'est une démarche qui permet, pour moi, d'intégrer, en tant que paysagiste, le tissu relationnel qu'il y a sur le territoire, que ce soit les relations entre les individus ou les individus avec leur milieu. Et donc, cette méthode d'approche du terrain, pour moi, elle avait un objectif, enfin, elle avait donc cet objectif d'intégrer le tissu relationnel, mais aussi un objectif qui était d'identifier ce qu'un autre paysagiste qui s'appelle Cyril Marlin, qui est enseignant ici à l'école de Talence, d'identifier ce que lui appelle des personnages médiaux. Alors les personnages médiaux, dit comme ça, c'est un peu obscur. Moi, je l'ai repris à ma sauce, j'appelle ça des petites choses du paysage. Il y a une formule du poète Miguel Torga que je trouve très bien et qui colle parfaitement à la notion, qui est des impondérables chargés de signification. Et en fait, Cyril Marlin, il a un exemple très banal, très classique de ces petits personnages médiaux. Il évoque par exemple le trajet le matin quotidien pour aller de chez soi à la boulangerie, pour aller chercher son pain. Et si sur ce trajet, qu'on en ait conscience ou pas, ou qu'on y fasse attention ou pas, il y a des chants d'oiseaux qui accompagnent ce trajet quotidien, si ces chants d'oiseaux disparaissent, on a une dégradation considérable de l'expérience sensible quotidienne des individus avec leur milieu. Et donc ces personnages médiaux, ces petites choses, c'est des petites choses qui sont un peu banales, mais qui finalement sont hyper importantes. Et moi, donc pourquoi je cherchais à identifier ça ? Parce que on peut identifier certains personnages médiaux comme des plus petits dénominateurs communs qu'on peut trouver sur un territoire entre des individus qui ont par ailleurs des idées, des envies, des intérêts complètement différents.
Et à partir de ce petit dénominateur commun, on peut créer une reconfiguration des communautés locales autour de problématiques environnementales. Et c'est pour ça que je trouve cette notion hyper pertinente. Et en fait, dans les présentations qu'on a eues hier et aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont intervenus travaillent avec des personnages médiaux. Et ils créent ces espèces de reconfigurations. Alors là, on a beaucoup vu dans un cadre pédagogique, avec l'intervention et puis avec l'aspect un peu d'intégration, d'incorporation en fait du milieu et de la matière avec les étudiants. Et moi, donc pour ouvrir un petit peu et puis pour rebondir ce que disait Catherine Larère sur les habitants, ce qui me manquait peut-être et qu'on a retrouvé un peu plus aujourd'hui dans les communications, on parle de cohabiter avec le vivant, on a beaucoup parlé du vivant non humain et je trouve qu'on a moins parlé des habitants. Alors pas les habitants en termes d'habitants génériques pour lesquels l'aménagement est destiné, pas aussi non plus les habitants en termes d'usagers, ça aussi on l'a évoqué, mais les habitants en termes de communautés de pratiques qui peuvent justement se créer autour de ces petits personnages médiaux qui sont les pipistrelles, les mésanges, les végétaux, enfin voilà. Et donc je voulais, en rejoignant un peu ce que disait Catherine Larère, parler un peu de ces habitants et avoir un peu des retours de la salle et puis des intervenants. Merci beaucoup Damien. Peut-être qu'on va passer à un petit moment de questions dans la salle. Comment ? D'échange, de réaction avec ce qui s'est passé ce matin, avec ce que on a extrait Catherine et je me permets de dire Catherine et Damien. Des questions. Moi, je voulais juste, et après je te passe la parole. Je voulais juste un tout petit peu. Je suis désolée, hein, je réagis de façon un peu peut-être impulsionnelle, mais un tout petit peu nuancé. Le travail que présentait Nicole ce matin, forcément, je l'ai encadré, donc je connais assez bien. En fait, non, on a fait des choix de présentation aujourd'hui, mais le vivant était bien inclus dans sa problématique. Le vivant autre qu'humain. Moi, je retiens ça déjà, autre qu'humain. Sauf qu'on n'a pas tout, elle n'a pas présenté tout en 10 minutes, c'est pas possible, mais c'était bien pris en considération, et notamment dans le regard que les habitants pouvaient poser. Les habitants qui peuvent s'exprimer par la parole, en tout cas, ou par l'écrit, sur la présence, effectivement, d'autres qu'humains avec cette végétalisation. Estelle. Oui, alors donc Estelle Morlet, je suis enseignante à l'école d'architecture de Lyon et je vous remercie beaucoup pour ces mots, enfin vos mots sur les échanges, les présentations de ce matin, mais qui font aussi écho voilà, aux présentations d'hier. Et c'est vrai que c'est important l'attention aux mots, puisque les mots sont des pensées, donc même si c'est sûr que il peut y avoir parfois un côté un peu inhibant de se dire bah mince, alors qu'est-ce que je vais dire si je dis comment je le dis, et parce que finalement on a presque parfois le sentiment de se dire bah on n'arrive pas à dire, mais parce qu'en fait c'est pas qu'on n'arrive pas à dire, c'est qu'on évolue dans nos pensées et on a besoin de rentrer toujours un peu plus finalement d'aller un peu plus loin, enfin voilà. Donc je vous remercie beaucoup à tous les deux pour vos mots que j'ai notés moi avec attention et qui je pense qu'ils vont résonner. Et alors peut-être pour rebondir sur le sujet des communautés, bon, moi, qui me touche beaucoup. Je ne sais pas si vous étiez là hier. Oui, voilà. Du coup, parce que du coup, nous, moi, je présentais hier un travail qu'on a démarré sur notre campus où, pour moi, c'est vraiment ce sujet-là, hein, des communautés qu'on a essayé de mettre en mouvement. Nous, on a utilisé le mot de dynamique parce qu'en fait, c'est vrai que le sujet des communautés, en fait, on n'est pas sur des limites nettes, en fait, dans les communautés. Les communautés, elles se constituent, elles sont plus ou moins fortes. En fait, on est sur des dynamiques. Il y a le sujet de les faire
exister. Nous, c'était un petit peu ça le mouvement hier, c'était faire exister une communauté d'habitants de l'école sans forcément fermer la géométrie en disant les habitants et des étudiants, bien sûr, mais en fait qui sont avec des enseignants, bien sûr, mais qui sont aussi avec des personnes de l'administration, bien sûr, mais aussi il y a d'autres écoles et puis on appartient. Enfin voilà. Donc cette notion de communauté, elle est passionnante et c'est vrai que c'est intéressant de la raccrocher à un objet finalement, ou ce que vous suggérez, ou ces personnages médiaux, voilà, ou de raccrocher à quelque chose qui permet de faire naître une dynamique. Et c'est sûr que, en tout cas, nous, dans notre cas, et c'est pour faire écho aussi à ce que disait, ce que nous disait Catherine par rapport à la position des architectes, à ce qui est en train d'évoluer, on l'espère, en tout cas, je crois, dans ce réseau, ce qu'on cherche à faire évoluer depuis des années, parce qu'on est nous aussi une communauté. Pour le coup, avec voilà, une géométrie malgré tout mouvante, mais avec des constances en tout cas, et une identité. Et c'est vrai que nous, en tout cas chez nous à Lyon, on se frotte cette question de la communauté autour du vivant qu'on a interrogé avec notre enquête, le chantier participatif de Grimpante, etc. Elle vient clairement et elle va se confronter, c'était un peu mon message de conclusion, à cette figure de l'architecte. Alors Françoise Hélène Jourdan n'est plus là, mais Gilles Pérodin est là, et bien là. Et il maîtrise quand même, malgré tout, il a une posture, même s'il est très intéressant sur plein de sujets, de matériaux, etc. Malgré tout, il est dans cette posture de l'œuvre. Moi, en tout cas, comme architecte, comme enseignante, la relation à l'œuvre m'interroge énormément. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'art dans l'architecture, mais il y a quand même ce sujet de la relation à l'œuvre qui est extrêmement personnifié dans le milieu de l'architecture depuis toujours. On a construit tous nos systèmes en fait autour de cette personnification de l'œuvre. Et là, on va se cogner un petit peu et un petit peu nécessairement. Et pour nous, il y avait vraiment ce sujet de voilà, faire rencontrer ces communautés, les faire exister par ce sujet, voilà, des personnages médiaux, peut-être de ces petits communs, et de venir les frotter à ce bâtiment et à cette question de l'architecte dans son acte du coup passé, mais aussi dans ce qui va. Et quelque part, il y a cette incroyable opportunité chez nous de la rénovation énergétique. Chouette, on va pouvoir retoucher au truc. Chouette, on doit le faire évoluer et donc ça va ouvrir des brèches et on a bien l'intention de s'y engouffrer. Mais il y a quand même voilà, des sujets malgré tout de rapport, d'interaction, mais pour pas dire aussi de rapport de force. Voilà. Oui, en fait, moi, ce que je retiens un mot là de ce que vous avez dit, c'est la dynamique. Et je pense que il faut repenser un peu cette idée de projet. C'est-à-dire, on va pas avoir une idée finie de ce qui va arriver, et justement prendre en compte les habitants, parce que c'est quand même eux qui vont vivre là. C'est les intégrer dans une dynamique, et c'est eux qui vont la faire évoluer avec le concepteur, parce que le concepteur, il fait quand même partie de la chose, mais ouais, je pense que la notion de dynamique est plus intéressante que la notion de projet, par exemple. D'après ce que j'ai entendu dire par les architectes, dire ça, c'est très très important. Est-ce qu'il y a une autre question? Des remarques? Bonjour, Baranov Théo. J'ai une question notamment pour Sébastien sur les questions de communauté, puisque La Réunion, avec ses spécificités vis-à-vis de ses plantes, de l'endémisme, il y a, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quand même une forte tradition de la tisanerie à La Réunion, et le créole en lui-même, dans son parler, dans son causer, fait la distinction entre les espèces locales, les espèces qui ont été plantées par la suite en pied de bois. C'est pas pareil qu'en bois de quelque chose, et c'est des choses qui se sont un peu perdues à l'heure actuelle. Donc du coup, est-ce que dans votre démarche, vous allez chercher un peu les Gramounes, les anciens de La Réunion qui ont ce savoir, qui essaient de les faire vivre encore? Parce que je capte des petits signaux discrets de ça, de temps en temps, à droite, à gauche. Je sais pas si vous l'intégrez dans cette démarche. Je trouverais intéressant que ce soit, donc je questionne. Oui, cette distinction, elle existe encore, hein. Elle est encore véhiculée par on va dire, plutôt les gens qui s'intéressent tout simplement aux plantes. Mais elle peut tendre à disparaître, on va dire, petit à petit, effectivement, comme beaucoup de savoirs malheureusement se dispersent parce qu'ils sont pas transmis.
tout simplement, notamment quand vous parliez de la question de des tisanes gris. On se soigne encore pas mal avec les plantes à La Réunion, heureusement. Et heureusement qu'on peut véhiculer ces savoirs grâce à parfois des ateliers, voilà, de la transmission de connaissances, comme on essaye nous de le faire avec l'école Jardin Planétaire, mais c'est pas simple. Alors pour le projet de recherche, ben, on va voir effectivement, moi j'essaie d'interpeller en tout cas aux abords des sites, et si parfois ils viennent à l'intérieur, notamment c'est le cas pour le jardin à Saint-Leu, bah, de gens du quartier, de voir un peu comment ils pensent tout simplement l'espace, comment ils le côtoient, comment ils l'ont vu évoluer, et puis quel rapport ils côtoient avec le vivant. On essaie en tout cas d'interagir avec effectivement ces personnalités-là. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Parfaitement. Merci. Parfaitement. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Oui, je vais Toujours pour Sébastien Clément, justement. Merci déjà pour toutes les interventions qui étaient très, très stimulantes. Je voulais juste revenir parce que vous employez le terme de reconnexion, et moi je me demande souvent, si en parlant de reconnexion, c'est accepter qu'on est déconnecté. Voilà, donc moi je me pose cette question, en tout cas dans mon travail de recherche. Et je voulais aussi savoir comment vous vous placiez, notamment au niveau de la gestion des jardins par rapport au concept de jardin punk développé par Éric Lenoir. Voilà. Merci pour la question. Eh bien, oui, moi j'emploie pas mal de termes de reconnexion parce que moi j'ai vraiment l'impression que globalement, une grande majorité des êtres humains sont totalement déconnectés du vivant. Alors là, on parle entre nous, personnes sensibles, sujets, on théorise sur des pratiques, mais à l'échelle globale, c'est quand même, en tout cas sur le milieu occidental, c'est quand même souvent le cas, et puis on est dans des sociétés où on ne nous aide pas à aller dans ce sens-là, malheureusement. Et pour la question du jardin punk, moi je trouve ça inspirant. En fait, il y a un côté d'accompagnement quelque part du vivant dans l'idée de faire avec, qui est aussi qui est théorisé par d'autres personnalités, d'autres concepteurs, quoi, et donc d'accompagner le vivant dans sa conduite de manière respectueuse. Et je trouve ça, c'est un peu aussi une forme de démarche de projet que je peux avoir, même si ici à La Réunion c'est un peu plus complexe à conduire, dans le sens où on a un développement de la biomasse très très rapide, notamment pendant la période estivale, qui est à la fois une chance et puis aussi une manière de devoir faire des choix parfois, parce que ça prend vite de grosses proportions. Moi, je voulais réagir, mais normalement, j'ai plus le droit de parler. Mais c'est parce que c'est Estelle, c'est ça, ouais. Estelle m'a fait réfléchir justement à la question de l'œuvre. Et avec Yassaman, on se posait justement ce sujet-là, du rapport à l'œuvre, de ce qu'advient en fait le projet, et peut-être notamment la tentation d'esthétiser aussi. On sait très bien que la question de l'esthétique et du beau parcourt l'histoire de l'architecture. Et donc, je me suis posé la question de savoir si finalement la volonté de s'intégrer au vivant, justement déplacer la démarche du projet et marginaliser complètement cette tentation d'esthétiser. Je sais pas, mais on a vu des choses hier et aujourd'hui encore. Est-ce que éventuellement sur cette question de l'œuvre, moi j'aurais été intéressée d'en entendre certains peut-être. Je sais plus, je crois que c'est Monsieur Serrero qui a parlé de la façade qui restait blanche. Voilà, il n'y a pas les coulures des fientes de chauve-souris. Donc je sais pas, si quelqu'un veut réagir là-dessus avant de fermer la discussion. Je peux peut-être dire un tout petit peu quelque chose. Oui, je vous en prie, Catherine. Et après, c'est que le problème, c'est le terme même d'esthétique. C'est-à-dire que le terme d'esthétique qui apparaît dans son sens actuel, c'est-à-dire d'artistique, de réflexion sur l'art, apparaît à la fin du XVIIIe siècle et pose comme modèle que seule est belle l'œuvre d'art. C'est à partir de l'œuvre d'art qu'on construit l'idée d'esthétique. Or, de ce point de vue-là, il y a eu à peu près en même temps qu'émergeaient
les éthiques environnementales, une esthétique environnementale qui dit la nature elle est belle aussi. La nature, on n'a pas besoin de voir la nature comme une œuvre d'art pour en voir le beau naturel. Et par rapport à ce que vous dites, la tentation d'esthétiser, je crois que la tentation d'esthétiser, c'est la tentation d'autonomiser la question du beau, et que aller de l'esthétique telle que un certain nombre de manuels de philosophie l'emploient, c'est-à-dire en disant c'est l'autonomisation de l'art, ben non, justement, hein, on peut remettre du beau sans autonomiser la question du beau, et à ce moment-là c'est pas une tentation, c'est une capacité de se repérer. Pourquoi est-ce qu'on voudrait pas se sentir bien dans un lieu beau, quoi, à partir du moment où on autonomise pas le critère. Merci beaucoup. Je me permets de réagir juste. Ah non, c'était Monsieur Serrero d'abord en premier, pardon. Excusez-moi. Non, moi ce que je voulais juste répondre sur la question de la façade. Entre les deux projets que j'ai présentés, il y a 5 ans d'écart, et il y a vraiment un travail très différent sur le rapport entre le bâtiment et son environnement. Quand on implante, quand on propose une enveloppe, une façade, en fait, on a une vraie problématique de gestion de suivi de l'entretien de cette façade par le maître d'ouvrage. En fait, c'est surtout à cette réponse, à cette question-là que nous posent les maîtres d'ouvrage. Comment est-ce qu'on va entretenir ces bâtiments, et comment est-ce qu'on va garantir qu'on va pas se retrouver dans des situations de double ou triple travail nécessaire pour l'entretien. Mais c'est vrai que moi, je trouve le décentrement de l'architecte sur la question du chantier, c'est une question très intéressante, et c'est ce que dans le travail de pédagogie on fait, notamment dans des enseignements à Paris Val-de-Seine, où les étudiants sont pris dans des groupes collectifs de fabrication, et tout d'un coup on s'aperçoit ce qui a privilégié, c'est plus le travail de l'architecte et de l'œuvre, mais véritablement la dynamique collective pour arriver à un objectif commun. Et donc ça change totalement la relation entre la production, l'équipe, les autres, et évidemment ça permet aussi d'intégrer dans ces équipes des transversalités, des disciplinarités, des experts. Voilà, je pense que c'est un processus qui malheureusement prend du temps, mais à mon sens c'est indispensable dans les écoles de sortir de l'étudiant ou de le futur architecte comme auteur d'une œuvre, mais plutôt acteur d'une dynamique collective. Oui, pour rebondir sur la question de l'esthétique, il me semble que ça serait une erreur de la reléguer. C'est-à-dire, il me semble qu'elle est presque au centre. Et aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, le terme de beau dans les écoles d'architecture est presque pas employé, ou presque tabou. Et alors, je pense que la première dissociation peut-être, c'est de ne pas dissocier la question de l'esthétique par rapport à l'auteur et à l'œuvre, évidemment, mais vraiment se reconfronter à cette question de l'esthétique si on lui donne un peu le sens de la manière qu'on a d'avoir une relation sensible au monde. C'est-à-dire, en fait, c'est l'intermédiaire de ça, et quelque part, c'est aussi de partager du sensible et de trouver une communauté de sensibles. Ça, c'est un peu et je trouve que par rapport à nos métiers, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de la représentation. Là, on discute avec des mots, donc qu'on interroge, qu'on leur donne des nouveaux sens. Nous, en tant qu'architectes, on a aussi d'autres outils qui sont ceux de la représentation. Vous avez montré le livre Terraforma. C'est en fait aussi à travers d'autres représentations qu'on arrive à reposer les problèmes autrement, à les représenter autrement, représenter les sous-sols, etc. Et c'est quand même à travers l'esthétique de ces représentations aussi qu'on recrée une communauté sensible différente pour réengager différemment ces questions, il me semble. C'est revenir au sens premier du mot, hein. Esthétique, esthésie, c'est la sensibilité. Hein. Bien, je pense que nous pouvons... Ah, on continue, je
Je sais pas, je vois qu'il est 13h15. Ah, si, ben, il y a des questions. Ben, je vous en prie, alors. Si. Merci pour toutes ces interventions. Isabelle Melchior, architecte et constructrice paille et terre. Et je vis en ruralité. J'étais très contente de l'intervention de monsieur qui a présenté sur l'hydrologie, parce qu'on a peu parlé de ruralité. Et or, je vis en Périgord noir, et la forêt, il y a un désastre qui est en train de se produire, parce qu'on a une densité de machines abatteuses, et donc qui tassent les sols et qui détruisent notre forêt. Et l'autre partie est en partie en train de mourir, tous les châtaigniers dus au réchauffement climatique. Donc j'aurais voulu savoir s'il y avait des architectes ou des urbanismes ou des aménageurs du territoire qui travaillaient sur ces problématiques-là en zone rurale pour préserver le vivant, le poumon aussi, puisque voilà, notre forêt, c'est aussi le poumon qui nous permet d'éviter les catastrophes naturelles qui se produisent un peu partout. Parce qu'en ruralité, ça a l'air évident, mais en fait, c'est tous les jours où ça me fend le cœur de voir toutes ces forêts se faire déchiqueter d'une manière peu... voilà. Donc, c'est une question. Moi, j'interviens sur un territoire où cette question de la forêt est une question vraiment qui est au cœur de toutes les problématiques. C'est le plateau de Millevaches. En fait, c'est un territoire un peu comme les Landes, qui étaient des vastes landes ouvertes jusqu'au milieu du XXe siècle, et qui a été afforesté en fait par des mécanismes sociaux que Raphaël Larère a beaucoup décrits dans ses travaux. Et en fait, donc cette question de la forêt, moi, ce que je me rends compte sur mon terrain, parce que donc moi, je travaille à la base. Je parlais de personnage médial. Le petit personnage médial que j'avais trouvé, c'était une herbe qui s'appelle la canche flexueuse, qui est une herbe qui est très intéressante pour les éleveurs ovins, parce que quand ils ont réussi à développer une activité en exploitant, en optimisant un peu les politiques publiques de protection environnementale qui sont mises en place dans le cadre des contrats Natura 2000 pour l'entretien des tourbières et des landes. Et donc ils vont faire paître les brebis sur les tourbières qui sont envahies de molinies, et elles mangent ça toute la journée. Et en fait, pour créer des relances d'appétit, ils vont dans les parcelles forestières qui sont autour, parce qu'il y a de la canche flexueuse qui se trouve en sous-bois dans ces parcelles forestières. Ils y vont de façon un peu... ils braconnent un peu du fourrage, parce qu'ils vont dans ces parcelles alors qu'ils n'ont pas le droit d'y aller. Et en plus, ceux qui connaissent bien le monde forestier savent qu'il y a un rejet assez fort du package en sous-bois dans le monde forestier. Et en fait, avec cette petite herbe, on voit qu'on peut articuler le monde du pastoralisme et le monde de la forêt, parce que d'un autre côté, c'est une herbe qui est embêtante pour les forestiers, dans le sens où elle fait un feutrage très dense au sol qui empêche les graines d'atteindre le sol et de faire la régénération naturelle. Du coup, à partir de cette petite herbe, on a pu articuler forestier et puis éleveur en mettant en place des expérimentations à l'école forestière de Meymac. Et donc du coup, j'ai un petit peu étudié, j'ai un petit peu vu le monde forestier, etc. Et la petite note d'espoir qui est un peu dessus, c'est quand même les pratiques évoluent beaucoup, même chez les forestiers purs et durs, quoi. Et il y a plein de choses qui sont mises en place, et petit à petit, il y a des générations aussi qui se renouvellent avec d'autres pratiques. Et donc là, effectivement, les forêts qui sont exploitées, c'est des forêts qui ont été plantées pour être exploitées comme ça. Donc actuellement, elles sont exploitées en coupe rase et replantation, mais il y a de plus en plus la prise de conscience par les propriétaires forestiers d'autres moyens de gestion, et en particulier l'exploitation, la gestion sous couvert continu, par exemple, qui se développe beaucoup, et qui se développe même sur un territoire comme le plateau de Millevaches, qui est quand même assez réputé pour une exploitation assez industrielle des forêts. Et donc voilà, ça évolue peut-être lentement, mais ça évolue quand même un petit peu. Il y avait d'autres mains levées, je crois, tout à l'heure. Ouais, moi, je voudrais juste un tout petit peu réagir à
à cette question sur les forêts. Alors, j'ai laissé parler d'abord Damien, mais en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Damien, puisqu'avec Régis, on travaillait beaucoup justement sur la question de la construction bois, mais de la forêt jusqu'au bâtiment construit. Et on avait donc un projet notamment sur la question de la gestion des forêts dites industrielles de production de bois pour la construction sur le plateau de Millevaches. C'est comme ça qu'on a fait intervenir aussi Damien, qu'on s'est croisés, et puis voilà, ça a marché. Moi, je voudrais nuancer un tout petit peu. Moi, je t'entends dire notre forêt. Bon, je pense qu'il faut pas oublier d'abord qu'il y a des propriétaires forestiers. La forêt, elle nous appartient pas, elle appartient aux propriétaires. D'accord ? Alors, je vais être très polémique, hein, je le sais, mais c'est pas grave. Ces propriétaires, dans la plupart des cas, ils ont planté pour récolter. Alors c'est vrai qu'on plante un champ de blé, on le récolte, c'est dans l'année, ça gêne personne. Le paysage, on est habitué à voir cette évolution du paysage rapide d'année en année. La forêt, la grosse différence, c'est que la culture, c'est 30, 50, 100 ans. Donc on est avec une forêt et on la voit disparaître sous nos yeux parce que c'est le moment de la récolte. Donc, faut l'entendre, ça. Je dis pas que c'est parfait et qu'il faut de la coupe rase. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Je suis en train de dire qu'il faut entendre ça. C'est que quand on s'intéresse à comment les gens voient la forêt, la plupart des gens pensent que la forêt est à eux, enfin, est à nous, au sens large. Non, la forêt, ce sont des propriétés terriennes, qui appartiennent à des gens qui ont misé de l'argent dessus. Déjà, il faut voir ça. Ensuite, il y a une vraie questionnement dans le monde forestier actuellement sur comment avoir des pratiques beaucoup plus écologiques et responsables sur comment on va cultiver. Parce qu'une forêt, ça se cultive de la même façon qu'un champ. Faut pas l'oublier non plus. Et en même temps, en parallèle, on veut aussi construire de plus en plus en bois, être de plus en plus biosourcé, etc. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre entre préserver les paysages, préserver notre planète en construisant plutôt notamment avec du bois qu'avec des matériaux non bio ou géosourcés, etc., etc. Enfin, quoi que géosourcé, le pétrole, c'est géosourcé d'une certaine façon. Donc bon, on va faire attention avec ce mot géosourcé. Mais voilà, donc faut quand même, voilà, c'est des pratiques qui sont ancestrales, qui sont très anciennes. La forêt primaire en France, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc c'est bien des forêts qui existent de la main de l'homme. Avec ses bons et ses mauvais côtés, son imprévisibilité, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, il y a plein de projets de recherche sur comment on peut faire aujourd'hui pour construire, pour planter différemment, gérer différemment, extraire différemment, diversifier les plantations, les adapter aussi au changement climatique, etc., etc. Donc ça réfléchit et ça réfléchit aussi du côté des forestiers, mais c'est une démarche qui est longue. Il faut beaucoup de temps d'échange. Là, on est en train de préparer la suite de ce projet-là où on va essayer de faire rencontrer les populations, les communautés habitantes, les communautés usagères de la forêt, que ce soit pour aller aux champignons, aller ramasser des jonquilles ou aller faire du vélo ou je sais pas quoi. Et aussi les propriétaires et aussi les producteurs des scieries, enfin les gens de la transformation, enfin tous les différents acteurs de la filière, depuis celui qui possède jusqu'à celui qui va habiter le bâtiment en bois. Mais ça demande du temps. Il faut arriver à s'accorder, à trouver un dialogue commun, un lexique commun, des envies communes et les mettre en partage. Mais ça se fera pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais voilà, je voulais un tout petit peu nuancer. On n'est pas en train de détruire la forêt primaire, on est en train d'utiliser du bois qui a été planté pour être utilisé. Donc c'est un peu différent. Après, pas forcément de la bonne façon. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est quand même la base. Pardon, je me suis un peu... Vous étiez un peu longue, Madame Barley. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Madame Gimbal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que vous avez tous très faim? Alors, peut-être, petit mot de conclusion. Non? Oui, peut-être à Madame Larère. Un petit mot de conclusion. Un petit mot de conclusion, c'est toujours, faut continuer, hein. Parce que je crois que tout ce qui a été dit, il y aurait de quoi enchaîner. Et, disons, moi, ce qui a été mon travail et que j'ai fait avec mon mari, c'est sortir des dualismes. Hein. C'est-à-dire que c'est pas opposer la forêt privée à une forêt. D'abord, il y aurait trois termes. Hein. Il y a de la forêt privée, il y a de la forêt publique, et puis il y a de la forêt commune. Donc, on est déjà dans trois termes.
Et je dirais que je crois que si on veut sortir du dualisme, il faut trouver un terme intermédiaire. Hein. C'est pourquoi l'idée d'objet médian me paraît excellente, parce qu'elle remet en cause tous les dualismes. On ne va pas remplacer nature-société par humain, non-humain. Il faut trouver des termes médians qui maintiennent une continuité. Là où on a tendance, on est très porté à séparer en deux. Donc l'idée, c'est d'aller contre les dualismes. Voilà. En disant, un, c'est pas supportable, mais deux, ça suffit pas. Il faut, ce que un de mes collègues allemands appelait le principe des 3 mousquetaires. Le principe des 3 mousquetaires, c'est qu'ils sont 4. Et que donc, il y a toujours un nain à mettre en plus. Et donc, on va pas se faire enfermer dans la dialectique du 2 et de l'1. Voilà. J'arrête là. Merci infiniment. Et je vous souhaite de bien continuer. Je vous dis, je regrette de ne pas avoir été parmi vous. Merci beaucoup, Catherine. On regrette aussi que vous ne soyez pas avec nous. Bonne continuation et on s'y en court. Voilà. Sébastien, oui. On va te dire au revoir aussi, à regret, parce qu'on aurait bien aimé que tu sois là aussi. Merci à tout le monde et bonne continuation. Voilà, aussi on va à aller vous. déjeuner et après c'est les ateliers, donc c'est très difficile de te mettre en visio dans les ateliers. Oui, je comprends. Voilà, tu vas avoir du mal à toucher la terre ou la paille à travers un écran, c'est un peu plus difficile. Merci à tous les intervenants de la matinée. Merci aux différents animateurs. Voilà, on a essayé d'être le plus inclusif possible et de partager plein de choses avec plein de gens. Le repas est servi.